Notre objectif est d'expliquer comment se forme ce grand bassin intracratonique qui est le bassin parisien et puis dans une certaine mesure le bassin aquitain. Et pour ça, nous allons expliquer que ce qui crée l'espace disponible, c'est la subsidence thermique et que pour faire ces grands bassins intracratoniques, il y a une condition absolue, c'est qu'il y ait eu avant une chaîne de montagnes. Si ce n'est pas déjà fait, normalement si vous avez bien suivi la chronologie, c'est fait, mais si ce n'était pas le cas, je préfère vous le rappeler. Pour comprendre la suite, il faut absolument avoir vu la vidéo avec le schéma de la subsidence thermique que nous faisons ensemble afin de comprendre concrètement ce que c'est cette subsidence thermique, parce que tous les calculs d'isostasie que nous allons faire ensuite sont là pour donner des arguments en faveur de ce modèle de la subsidence thermique. Donc si vous ne l'avez pas vu, il faut absolument d'abord voir cette vidéo de schéma de subsidence thermique avant de pouvoir passer au calcul concret. Pour comprendre comment fonctionne la subsidence thermique, nous allons commencer par un exercice qui est un exercice de première année, permettant de montrer la subsidence thermique en domaine océanique. Donc dans ce modèle qui est utilisé pour faire votre calcul, on considère que l'épaisseur de la croûte ne change pas entre l'axe de la dorsale et la plaine abyssale, donc il ne va pas intervenir dans le calcul, que le manteau asténosphérique affleure au niveau de la dorsale, et on vous demande en première étape de justifier le fait que l'on ait fait ces hypothèses. Parce que classiquement, dans un exercice de concours, ce ne sera pas forcément donné, ce sera à vous de faire ces hypothèses-là et donc bien sûr de les justifier. Et on vous demande de calculer la profondeur, la bathymétrie, entre l'axe de la dorsale et la plaine abyssale, sachant qu'on vous propose ici, à la plaine abyssale, un manteau lithosphérique à l'équilibre de 100 km d'épaisseur. Donc arrêtez là la vidéo, faites vos calculs et puis relancez-la pour avoir la solution. On nous demande d'abord de justifier les deux hypothèses, donc à savoir que l'on n'a pas dessiné du tout ici de croûte, parce qu'il y aurait la même épaisseur de croûte à l'axe de la dorsale et sous la plaine abyssale. Alors certes, l'épaisseur de basalte et de gabbro n'augmente pas, puisque les basaltes et les gabbros sont créés exclusivement à l'axe de la dorsale, donc on va bien retrouver toujours la même épaisseur, donc qu'elle soit de 8 km si c'est une dorsale rapide, ou qu'elle soit de quelques centaines de mètres si c'est une dorsale lente. En tant que basalte et gabbro, la couche de basalte et de gabbro n'épaissit pas. Cependant, il y a aussi des sédiments qui sont présents sur cette lithosphère et bien sûr, avec le temps, les sédiments vont se déposer sur la plaine abyssale et comme on peut avoir des centaines et des centaines de mètres, voire ça peut atteindre des milliers de mètres, à ce moment-là, ce n'est pas négligeable. Et donc là, on a une hypothèse un petit peu approximative dans la mesure où ont été oubliés l'épaisseur de sédiments qui est nulle à l'axe de la dorsale, alors qu'il ne l'est pas sous les plaines abyssales. Il peut y avoir 2000-3000 mètres de sédiments. On nous demandait aussi de justifier cette hypothèse, à savoir qu'ici on avait du manteau asténosphérique et de l'autre côté du manteau lithosphérique, parce que le manteau asténosphérique affleurait à l'axe de la dorsale. Bon, bah ça c'est une hypothèse qui est très raisonnable, puisque c'est justement la définition d'une dorsale, c'est là où l'asténosphère affleure, remonte pour des raisons tectoniques. Si elle remonte vite, elle fait du magma, dorsale rapide, elle remonte lentement, elle ne fait quasiment pas de magma, dorsale lente, mais de toute façon, la sténosphère affleure à l'axe de la dorsale, ça fait partie de la définition. Donc ça, par contre, c'est extrêmement rigoureux. Avant de commencer le moindre calcul d'isostasie, n'oubliez pas que vous devez toujours justifier. Donc vous devez toujours dire que si je prends une zone homogène, à la base de cette zone homogène, je peux définir une surface dite de compensation sur laquelle les pressions sont égales. Mais bien sûr, je vais prendre la surface de compensation la plus simple. Au lieu de me mettre, comme je l'ai fait là, me mettre à peu près n'importe où dans la sténosphère, eh bien, je peux me mettre au sommet
de la sténosphère. Bien sûr, j'ai pas le droit de me mettre quelque part là, hein. Ici, je ne suis pas du tout homogène, j'ai la lithosphère d'un côté, de la sténosphère de l'autre, donc ça, ce n'est pas une surface de compensation. Je dois me mettre à la limite maximum de la zone homogène, donc là, je me mets au ras du manteau lithosphérique pour un, et ça passe dans le manteau asténosphérique pour l'autre. Ensuite, pour chacune de ces unités, je vais prendre une surface qui est un carré de 1 mètre sur 1 mètre et puis qui a une hauteur qui correspond à ce qui a été dessiné. Et je vais regarder la masse de ces deux éléments pour calculer la pression que cela fait sur la surface de compensation. Bien sûr, je vais pouvoir convertir ça seulement en hauteur parce que ici, ma surface de 1 mètre carré n'interviendra pas dans les calculs. Donc si je commence par la colonne de gauche, la plaine abyssale, on me dit que j'ai un manteau lithosphérique de 100 km avec une densité de 3,3 ou une masse volumique de 3,3 grammes par centimètre cube, auquel je dois ajouter une hauteur h d'eau. Bien sûr, c'est pas la peine que je mette la profondeur réelle de h, puisque ici au-dessus, j'ai la même hauteur d'eau, que je sois à l'axe de la dorsale ou que je sois à la plaine abyssale. Ce qui est important, c'est la différence d'altitude h qu'il y a entre l'axe de la dorsale et la plaine abyssale. Donc si on faisait un calcul un peu plus rigoureux, on ne prendrait pas ici la densité de l'eau, mais on prendrait la densité des sédiments et on tiendra compte de l'épaisseur des sédiments qui n'est pas du tout nécessairement h, qui est probablement bien inférieur à h. De l'autre côté, je n'ai que de la sténosphère de densité 3,5 et j'en ai une hauteur de 100 plus h. L'eau n'intervient pas puisque j'ai exactement la même hauteur d'eau à l'axe de la dorsale et du côté de la plaine abyssale à partir du moment où je dépasse la ligne h. Donc ça, c'est ma première équation. Mais bien sûr, il va falloir que je résolve cette équation. Donc cette équation, j'en extrais h, qui est une hauteur que j'ai bien sûr mise en kilomètres, puisque ici tout est en kilomètres. Et donc j'obtiens une hauteur de 2,2 km, donc une différence d'altitude de 2202 mètres. Et je vous rappelle qu'il faut toujours vérifier que vos calculs d'isostasie soient crédibles, c'est-à-dire est-il crédible que la plaine abyssale soit à 2000 mètres en dessous de l'axe de la dorsale. Donc pour savoir si c'est crédible, il faut connaître quelques chiffres. Donc il faut que vous sachiez que la plaine abyssale est à 5000 mètres de profondeur, qu'une dorsale est entre 2000 et 3000 mètres de profondeur. Donc effectivement, j'ai un chiffre crédible. Comme ça, je suis sûre que je n'ai pas fait d'erreur de calcul. Donc ici, ce que l'on remarque, c'est que ce qui a permis cette subsidence, c'est que on a un certain volume d'asténosphère qui a été transformé avec le temps en lithosphère. Et ça, c'est simplement par le phénomène de refroidissement. Le refroidissement transforme le manteau asténosphérique en manteau lithosphérique, plus dense. Donc c'est pour ça qu'on va parler de subsidence. On descend de 2200 mètres. Et thermique parce que c'est dû à un refroidissement. Donc c'est parce que le refroidissement transforme l'asténosphère en lithosphère plus dense que l'ensemble descend, formant une plaine océanique. La plaine océanique, elle est dans un parfait équilibre isostatique. Et ça se voit d'ailleurs sur les cartes d'anomalies à l'air libre. Si vous avez un doute avec ça, vous avez une vidéo spéciale sur les anomalies gravimétriques où vous pouvez voir ça sur les cartes. Bien sûr, on attend de vous que vous expliquiez cette transformation d'asténosphère en lithosphère, ce refroidissement extrêmement important, on refroidit quand même 100 km de manteau. Donc vous devez expliquer qu'à l'axe de la dorsale, il y a de l'hydrothermalisme, mais vous devez bien expliquer que l'hydrothermalisme ne concerne pas du tout les 100 km, mais seulement les 4 premiers kilomètres, et que par contre ça évacue de la chaleur qui peut venir de plus loin par conduction et qui, grâce à l'hydrothermalisme, est évacuée par convection. D'où le fait qu'on puisse évacuer beaucoup de chaleur et transformer ainsi le manteau asténosphérique en manteau lithosphérique.
Alors après ce petit exercice sur l'océan qui ne concernait pas notre sujet, qui était juste là pour vous remettre dans le bain de l'isostasie, on va passer à ce qui nous intéresse nous, c'est-à-dire ce qui se passe lors de la disparition d'une chaîne de montagnes. Donc on va démarrer par une montagne qui a bien sûr une racine crustale, donc il faut plus que 30 km de croûte. Je prends par exemple quelque chose un peu comme les Alpes, 60 km de croûte. 40 km de manteau lithosphérique, donc on a un ensemble d'à peu près 100 km comme d'habitude. Si ce n'est que les contraintes tectoniques s'arrêtent et cette montagne se réétale complètement, mais c'est un amintissement de toute la lithosphère qui nous ramène à une épaisseur normale de croûte, c'est-à-dire 30 km de croûte. Donc c'est un amincissement de 50% de l'ensemble de la lithosphère. Donc on vous demande d'abord de justifier cette hypothèse. Pourquoi est-ce qu'on ne suppose pas par exemple que seulement la croûte s'étire? Et puis ensuite de calculer la subsidence qui est produite par cette première phase tectonique d'étirement. Donc mettez la vidéo en pause et faites votre calcul. Donc bien sûr, toujours commencer par faire un schéma, hein, sinon on ne s'en sort pas pour les ostasies. On met toujours la surface de compensation au ras de la lithosphère la plus profonde. Et puis, on va commencer par calculer d'abord H, de combien le manteau remonte lors de cet étirement de 50% de l'ensemble croûte-manteau. Donc c'est un étirement, c'est un phénomène tectonique que nous sommes en train de modéliser. Donc on va écrire l'égalité des pressions. On démarre avec une croûte de 60 km d'épaisseur, un manteau lithosphérique de 40 km d'épaisseur. Ils sont étirés à 50%, donc on n'a plus que 30 km de croûte et 20 km de manteau. Et puis on a un remplacement par du manteau lithosphérique d'une hauteur inconnue que j'appelle H, avec une densité caractéristique de la lithosphère, de la sténosphère, pardon, qui est de 3,25. Donc on résout tout ça et on trouve que le manteau remonte d'environ 45 km. Donc si on calcule la subsidence en partant ici de la surface de compensation, donc on a les 45 mètres de H et puis on a les 50 mètres constitués des 30 km de croûte et des 20 km de manteau lithosphérique. Et donc en tout nous n'avons que 95 km et non pas 100. Et donc on a une subsidence de 5 km. Mais cette subsidence est une subsidence tectonique due à l'étirement. Donc elle existe, hein, c'est ce qui se passe lors de la première phase de réétalement gravitaire, si ce n'est que ici nous supposons que c'est entièrement l'étirement qui fait le travail, donc on amincit autant la croûte que le manteau. En fait nous négligeons complètement les phénomènes d'érosion, et c'est pour ça que c'est une valeur un peu approximative. Alors continuons notre modélisation, mais maintenant après la phase tectonique, passons à la phase thermique, qui est vraiment la phase caractéristique de ce bassin intracratonique. Donc on a déjà eu la première phase tectonique qui est la phase d'étirement, et c'est une phase pour laquelle, on l'avait vu sur le schéma au tout début, on n'est pas à l'équilibre thermique. Donc le manteau lithosphérique perd progressivement de sa chaleur jusqu'à se réépaissir et on retrouve la situation d'équilibre que vous connaissez bien, 30 km de croûte continentale, 70 km de manteau lithosphérique. À partir de ces données, à vous de calculer la subsidence thermique. Mettez la vidéo en pause et faites votre calcul. Donc comme toujours, on commence par un schéma, on nous dit 30 km de croûte, 20 km de manteau lithosphérique, hein, là c'était mal exprimé, il s'agit bien sûr
de manteau, puisque la lithosphère en tout, elle fait 50 km. Et puis une hauteur tout à fait inconnue d'asténosphère. Ici, une subsidence, donc on ne connaît pas l'altitude. La croûte, bien sûr, elle ne change pas avec la chaleur. C'est pas la chaleur qui a créé de la croûte, c'est les phénomènes de magmatisme. Les pertes de chaleur font que la lithosphère s'épaissit et qu'elle atteint désormais 70 km. Je vois tout de suite que comme les épaisseurs de croûte ne changent pas, c'est pas la peine que je les remette dans les calculs de pression, puisqu'elles vont complètement se neutraliser. Donc ici, puisque j'ai deux inconnus, il va me falloir deux équations. Donc je commence par l'équivalence des hauteurs. Donc de ce côté ici, je peux écrire que 30 plus 20 plus z est égal à ce qu'on a de l'autre côté, 70 plus 30 plus h. J'en déduis donc z, qui est cette hauteur-ci, qui est 50 plus h. Ensuite, j'écris l'équilibre des pressions. Donc, toujours pareil, hein, pas la peine de s'occuper de la croûte, puisqu'elle va être des deux côtés du signe égal, ça sert absolument à rien, je les écris même pas. Donc on prend ici les 20 km de manteau lithosphérique de densité 3,3, la hauteur Z inconnue d'asténosphère 3,5, qui est égale de l'autre côté à une hauteur H. Ici nous avons négligé le remplissage par des sédiments, donc on a simplement mis de l'eau pour que le calcul reste simple. Et puis on a l'épaisseur de manteau lithosphérique. Et donc je réutilise ce que j'avais vu ici, à savoir que Z vaut 50 plus H, donc je le réinjecte dans l'équation. Et ensuite, j'en extrais H. Alors, c'est pas la peine de tout développer puisque on va refactoriser. Donc, c'est pour ça que j'ai laissé à chaque fois en facteur parce que ça, c'est plus simple. Et j'obtiens le résultat, à savoir que H fait 1 km. Donc ici, par un effet purement thermique, on obtient une subsidence de 1 km. Alors il faut savoir qu'on a fait ici tellement de simplification qu'on a l'impression que la subsidence est essentiellement tectonique puisque nous avions trouvé un chiffre de 5 km et pas vraiment thermique puisqu'on a trouvé un chiffre de 1 km. Mais en fait, dans les modèles réels, ceux qui sont faits de façon un petit peu plus sérieuse par les géologues, la part de subsidence thermique l'emporte très largement sur la part de subsidence tectonique. Donc nous avons complètement sous-estimé parce qu'on a fait quelque chose de vraiment rustique comme modèle. Mais je pense que ça vous permet de comprendre comment ça fonctionne, pourquoi on part d'une chaîne de montagnes, on a un étirement et que cet étirement concerne toute la lithosphère et parce que ça concerne toute la lithosphère, derrière il y a forcément une subsidence thermique. Donc les chiffres ne sont pas à retenir, les chiffres ici ne sont pas réalistes. Par contre, c'est le principe. J'espère que cette série de petits calculs vous aura permis de comprendre pourquoi, là où il y avait une chaîne de montagnes, il y aura nécessairement un bassin intracratonique. Nous pouvons donc compléter la carte de France avec notre premier ensemble, qui est le bassin parisien, qui est présent ici. Donc on ne va pas prendre la couleur jaune bien sûr puisque vous savez déjà que on va garder cette couleur jaune pour les éléments qui sont formés au tertiaire. Or ici dans le bassin parisien intracratonique, on a beaucoup de sédiments au cours du secondaire et donc depuis le Trias jusqu'au Crétacé. Donc a priori vous pouvez prendre le Crétacé et le tertiaire. Donc a priori, vous pouvez prendre n'importe quelle couleur. Je vous incite plutôt à prendre une couleur correspondant au secondaire puisqu'on aura besoin de la couleur tertiaire pour les fossés d'effondrement. Donc on gardera le jaune ici pour les fossés oligocènes, puisque c'est vraiment caractéristique. Pour les bassins intracratoniques, alors n'allez pas jusqu'en bas du bassin aquitain, nous verrons qu'il y a une petite surprise. Mais on peut remplir le bassin parisien et le nord du bassin aquitain. Donc à votre choix, soit le bleu jurassique, soit le vert crétacé. Sachant bien sûr que ça commence avant, au Trias, et que ça finit après, au tertiaire.